Que se passe-t-il entre l'Iran et les États-Unis et que signifie la récente alerte de sécurité du département d'État? Ils ont envoyé une alerte de sécurité au personnel diplomatique, indiquant qu'une escalade importante avec l'Iran pourrait survenir dans un avenir proche. Cette alerte a été envoyée aux Émirats arabes unis, au Qatar, à Oman, à l'Irak, à la Jordanie, à Israël, au Koweït, à l'Arabie saoudite, à Bahreïn et à l'Égypte. Et l'Égypte, Brahim. Oui, pour la première fois en Égypte. Et ils parlent d'attaquer des centrales électriques en Iran, d'attaquer des infrastructures et des installations pétrolières. S'ils font ça, ce sera une nouvelle escalade dans la guerre contre l'Iran. Parce que la veille, Donald Trump se vantait plus ou moins en disant « Je vais faire ceci, je vais faire cela » à plusieurs reprises. Il ne l'a pas fait. Et ce soir, il répète la même rhétorique. Comment voyez-vous la situation? À quel point, selon vous, la situation entre les deux, l'Iran et les États-Unis, est-elle critique? Bon, alors, on a appris en provenance des États-Unis, et je ne crois pas que ce soit une surprise, à plusieurs reprises ces dernières semaines, que Donald Trump est frustré, que Donald Trump est exaspéré. Il ne comprend pas pourquoi l'Iran ne se rend pas tout simplement à lui, parce qu'il semble croire qu'il est en train de gagner, ou qu'il devrait comprendre qu'il est en train de gagner. Et, vous savez, la façon dont le Venezuela s'est couché et est devenu une colonie des États-Unis, c'est ce qu'il attend. Et c'est assurément un homme qui n'a qu'un marteau, même si c'est un marteau vieux, dépassé, un peu usé et un peu trop utilisé. Alors, chaque problème lui paraît être un clou, peu importe combien de fois il le frappe, encore et encore et encore. Et puis il y avait ce passage du Wall Street Journal, vendredi. Vendredi matin, il a déclaré aux journalistes qu'il comptait reprendre des frappes militaires massives pour contraindre le régime, j'imagine qu'on parle du gouvernement iranien, pas du gouvernement américain, à venir à la table des négociations selon ses conditions, évidemment. Il a prédit que si les États-Unis frappaient l'Iran suffisamment fort, le régime radical finirait par s'essouffler. Nous allons les frapper très durement, a déclaré Trump vendredi lors de la réunion du cabinet retransmise à la télévision. Et vous savez, à un moment donné, ils vont dire « on n'en peut tout simplement plus ». Donc, malgré les 40 jours de bombardement américain, puis encore 2 semaines de bombardement américain. Ils sont toujours dans cette logique. S'ils larguent juste quelques bombes de plus sur l'Iran, alors à la fin, l'Iran se rendra. Voilà l'étendue de leur réflexion. Voilà leur plan. Voilà leur stratégie, si tant est qu'on puisse appeler ça une stratégie. Il suffit de larguer quelques bombes de plus, et à la fin, ils se rendront. Et nous avons encore eu un rapport. Nous recevons énormément de rapports issus des services de renseignement américains qui fuitent notamment vers le Washington Post. On dirait presque des appels au secours désespérés venant de l'intérieur de l'État profond américain. Non pas parce que les États-Unis attaquent l'Iran. Ça, c'est ce qu'on attend de l'État profond américain. Mais aussi de la très mauvaise gestion de tout cela. Vous savez, chaque chose a son moment et son lieu. Et il y a eu ces fuites selon lesquelles le Pentagone estime que poursuivre les frappes contre l'Iran, en particulier dans le contexte de la côte sud de l'Iran, autour du détroit d'Ormuz, est inopportun. C'est le mot qu'ils ont employé. Que ces frappes n'étaient pas efficaces, qu'elles n'avaient aucun effet. Ce qui revient évidemment aussi à dire que toutes leurs frappes de ces derniers mois ont donc elles aussi été inefficaces, puisqu'aucune n'a aidé les États-Unis à rouvrir par la force le détroit d'Ormuz. Et maintenant, faute de frappes efficaces sur des cibles militaires, il semble qu'ils veuillent se tourner vers des infrastructures à double usage.
Vous savez ce qu'une armée considérerait comme des infrastructures à double usage. Le réseau électrique, par exemple, que les États-Unis ciblent régulièrement dans tous les conflits auxquels ils participent. Il se peut aussi que des centrales nucléaires soient visées. Bushehr, qui est largement exploité par Rosatom, le système énergétique public russe, pourrait devenir une cible. Ils ont évacué la plupart de leur personnel depuis longtemps. Ils l'ont fait durant la première phase. Je ne sais pas vraiment s'ils ont renvoyé des gens depuis que cette phase s'est terminée. Si c'est le cas, je dirais qu'il s'agissait probablement, vous savez, d'une réintroduction relativement limitée de personnes. Mais aussi, bien sûr, de ponts, d'usines de traitement de l'eau et de tout le reste. Exactement ce qu'ils dénoncent lorsque, bien sûr, la Russie le fait à l'Ukraine. Mais vous savez, les États-Unis l'ont déjà fait à la Serbie, à l'Irak, à la Libye, et en substance à tous les pays avec lesquels ils ont été en guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est différent quand c'est eux qui le font. L'Iran, de son côté, a été très explicite. Il existe une forme de destruction mutuelle assurée. Si les États-Unis ciblent les infrastructures iraniennes, l'Iran a une liste de cibles et détruira systématiquement les infrastructures énergétiques, le pétrole, le gaz et d'autres infrastructures de tous les pays du Moyen-Orient qui accueillent des bases militaires américaines. Vous savez, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït et Bahreïn en premier lieu, ainsi qu'Israël. Ils ont publié une liste de toutes les cibles qu'ils frapperaient. Et ils ont dit qu'ils ramèneraient la région à l'âge de pierre. C'est une rhétorique presque trumpienne, venant du gouvernement iranien. Mais vous savez, ils espèrent peut-être que ça finira par entrer dans leur tête dure. Voilà donc où en est la situation actuellement. Et soi-disant, ils voulaient faire ça pendant 2 jours et avoir tout terminé avant l'ouverture des marchés lundi. Parce que c'est comme ça que résonne ce régime Trump aux États-Unis. Il est tellement préoccupé par le prix du pétrole, par l'effet du prix du pétrole sur les marchés, sur les prix de l'essence et sur l'inflation aux États-Unis, qu'il en fait une véritable obsession. En finir, vous savez, en 2 jours pendant le week-end, avant la réouverture des marchés. Enfin, ils pensent vraiment comme ça. C'est leur plan stratégique. Une fenêtre d'opportunité entre la fermeture des marchés le vendredi et leur réouverture le lundi. Ce qui, je veux dire, est presque risible, je trouve. On a aussi eu, si je comprends bien, une nouvelle campagne de supplication venant de l'establishment américain, de l'État profond américain. Mais le plus haut gradé américain en Europe, Grankwitch, a déclaré à la presse qu'il n'avait pas les moyens de défense aérienne nécessaires pour protéger à la fois Israël et les États-Unis en cas de nouvelle escalade de la guerre contre l'Iran. Il pourrait devoir retirer des défenses d'Israël pour privilégier la défense du territoire américain, ce qui doit certainement en faire tiquer plus d'un. Mais j'imagine que c'est, vous savez, une opinion dissidente venant d'un Pentagone, par ailleurs docile, qui dit que c'est de la folie. On ne peut pas continuer. Nous n'avons pas les intercepteurs de défense aérienne. Nous n'avons même pas les munitions à distance. Vous savez, les Tomahawk et les JASSM sont les 2 principales munitions à distance dont disposent les États-Unis parce que l'Iran a encore une défense aérienne opérationnelle. On l'a découvert à la fin de la phase de 40 jours. Les États-Unis en ont très peur. Ils ne sont pas disposés à risquer leurs avions dans l'espace aérien iranien parce qu'ils se font abattre. Ils doivent donc continuer à utiliser ce stock de munitions à distance qui s'épuise. Et quand on parle des intercepteurs, enfin, on a vu leur efficacité. On a vu 8, 9, 10 intercepteurs patriotes décoller pour tenter d'abattre un seul missile balistique iranien et parfois échouer, du moins face aux missiles iraniens les plus récents.
Donc ça doit remettre en question leur efficacité globale. Donc voilà, on a l'impression d'être déjà passé par là tant de fois. On dirait presque qu'on est pris dans une sorte de boucle, comme dans Un jour sans fin, où les États-Unis, incapables de contraindre l'Iran à se rendre sur le plan économique avec le double blocus, ou sur le plan politique, en essayant de détacher Oman et d'ouvrir un deuxième corridor au sud, à travers le détroit d'Ormuz, hors du contrôle de l'Iran. Mais on en revient toujours au bombardement, parce que rien d'autre ne semble fonctionner. D'ailleurs, vendredi, des informations ont même circulé selon lesquelles, et ça montre à quel point ils sont délirants, à quel point ils sont fous, ils envisageaient un blocus terrestre sur les 5700 kilomètres de frontières iraniennes, incluant l'Afghanistan, le Pakistan, le Turkménistan, la Turquie. Enfin, vous savez tout, l'Irak, bien sûr. Toute la série de pays qui entourent l'Iran. Et le simple fait qu'ils puissent envisager que ce soit réalisable d'une quelconque manière nous dit que Azerbaïdjan. ils sont désespérés, non? Enfin, peut-être que l'Azerbaïdjan accepterait de jouer le jeu parmi tous ces pays-là. Enfin, c'est impossible à croire. Et en parlant de l'Irak, du conflit, lors de la première phase de la guerre, il était tout à fait vrai que l'Irak était en réalité le principal champ de bataille entre les États-Unis et l'Iran. D'ailleurs, la plupart des frappes aériennes israéliennes et certaines frappes américaines étaient menées depuis l'espace aérien irakien, non? Mais il y avait aussi une guerre au sol. Et cela redevient vrai aujourd'hui. Plus tôt cette semaine, les États-Unis et l'Arabie saoudite ont frappé l'Irak. Ils ont attaqué l'armée irakienne, les forces de mobilisation populaires. Or, ils parlent toujours de milices pro-iraniennes en Irak. Mais les forces de mobilisation populaire font en réalité officiellement partie de l'armée irakienne, et ce depuis plus de 10 ans. Donc, la semaine dernière, les États-Unis et l'Arabie saoudite menaient littéralement une guerre contre l'armée et le gouvernement irakien. Ils affirment maintenant que les attaques, les frappes qui ont touché Abqaiq en Arabie saoudite, je massacre probablement la prononciation, une raffinerie de pétrole très importante, située à l'extrémité est du réseau d'oléoduc Est-Ouest, ont été menées par des milices pro-iraniennes, vraisemblablement les forces de mobilisation populaire ou d'autres groupes irakiens alignés sur elles. Fait intéressant, les Houthis, le mouvement Ansar Allah au Yémen, ont en fait revendiqué l'opération. Ils ont dit que c'était eux. C'est donc intéressant. C'est peut-être une revendication excessive de la part des Houthis. Il pourrait aussi s'agir bien sûr d'une coopération plus large entre les alliés chiites, de ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Cela pourrait même être théoriquement, disons, une erreur. Mais c'est ce qui se passait en Irak. Et en même temps, tout au long de cette guerre, dès le début, même avant qu'elle ne commence réellement, l'Iran attaquait le peuple iranien. Les mouvements séparatistes kurdes basés en Irak, au Kurdistan irakien, ils les frappent sans arrêt, enfin, presque quotidiennement. Des drones, des missiles et apparemment même l'implication de certaines forces spéciales. Mais il est difficile de trouver une semaine sans attaque iranienne au Kurdistan irakien. Et vers la fin de cette dernière semaine, nous avons appris que les États-Unis achevaient le retrait de l'ensemble de leurs forces militaires du Kurdistan irakien, d'Erbil. Ils avaient déjà retiré les systèmes Patriot de là-bas. Bien sûr, l'Iran a affirmé avoir frappé ces systèmes Patriot. Donc, je ne sais pas dans quel état ils sont ou s'ils ont été touchés. Nous n'avons aucune confirmation à ce sujet, mais il est au moins possible qu'ils aient été endommagés.
Et c'est une reconnaissance supplémentaire du fait que les États-Unis ne peuvent tout simplement pas défendre leurs bases militaires dans toute la région. En particulier en Irak, bien sûr, où ils font face non seulement aux menaces de l'Iran, mais aussi à toutes les milices et à tous les mouvements irakiens, officiels ou non, pro-iraniens. Il y en a des dizaines en Irak. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. Bien sûr, la majorité de la population irakienne est chiite et elle n'apprécie vraiment pas la manière dont le gouvernement irakien collaborateur, qui fonctionne en grande partie comme une colonie des États-Unis, gère, vous savez, les relations entre leur pays et l'Iran. Ou de l'autre côté, la manière dont les États-Unis les gèrent. C'est intéressant. On l'a bien vu à la fin des funérailles de l'ancien guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a été assassiné, tué par les États-Unis et Israël le premier jour de la guerre. Ces 2 dernières semaines, lors de ses funérailles, à la toute fin, sa dépouille a été envoyée en Irak, dans 2 villes, Najaf et une autre ville irakienne, vraisemblablement. Bien sûr, vous savez, au cœur des communautés chiites d'Irak, afin qu'elles puissent elles aussi pleurer sa mort, et des millions de personnes sont venues. Cela montre très clairement la proximité entre les peuples irakiens et iraniens, du moins si l'on parle de la majorité chiite irakienne dans ce contexte. Tout cela fait de l'Irak un endroit très dangereux en ce moment pour les forces militaires américaines. Elles achèvent donc actuellement leur retrait d'Irak. Cela s'inscrit dans un retrait plus large des forces militaires américaines du Moyen-Orient, ce que, dans la stratégie iranienne, on appelle une stratégie de démantèlement des bases. Contraindre les États-Unis sous le feu à se retirer de toutes leurs bases militaires. Ils ont retiré la plupart de leurs forces vers la Jordanie. Et on a vu que l'Iran a durement frappé la Jordanie chaque fois qu'il y a eu ces frappes de représailles mutuelles ces dernières semaines. Marc, juste pour confirmer ce que vous venez de dire, une information vient de tomber sur Axios. Selon Axios, un responsable américain a déclaré que l'Iran s'est montré très agressif ces derniers jours et que certains responsables américains ont été surpris par l'ampleur de la volonté de Téhéran d'intensifier la guerre. Allez-y. Oui. Nous avons donc eu une période de 5 jours sans frappes américaines. Et après la première nuit sans tir, la deuxième nuit, l'Iran a fait de même et n'a pas tiré non plus. Mais cette semaine, je crois que c'était mardi ou mercredi, les Iraniens ont sans provocation apparente attaqué les États-Unis les premiers, en Jordanie, sur leur base en Jordanie. Ils ont pris l'initiative. Jusqu'ici, ils avaient toujours réagi, répondant aux États-Unis, très souvent dans une logique de donnant-donnant, sans vouloir, vous savez, escalader ou prendre la moindre initiative préventive. Eh bien, plus tôt cette semaine, ils ont frappé les États-Unis en plein visage, en Jordanie, et ça a choqué. Je pense que ça les a vraiment choqués et mis en colère. Les États-Unis, bien sûr. Mais cela les a aussi choqués, parce que c'était tellement en décalage avec tout ce que l'Iran a fait, non seulement dans ce conflit tout récent, mais aussi lors d'épisodes de confrontation avec les États-Unis remontant maintenant à plusieurs années. Cela montre donc, premièrement, je pense que l'Iran a quasiment renoncé à négocier avec l'administration Trump. Et ils reprennent ce que nous avons déjà entendu de la part de Sergei Lavrov en Russie. Les États-Unis sont incapables de diplomatie. Vous ne pouvez tout simplement pas les tenir à quoi que ce soit. Ils ont du mal ne serait-ce qu'à se mettre d'accord sur quoi que ce soit. Et quand ils se mettent d'accord, ils ne respectent jamais ce sur quoi ils se sont engagés. Et j'ajouterais que non seulement ils sont incapables de faire de la diplomatie, mais qu'ils sont incompétents en diplomatie. Parce que Trump, en négligeant apparemment complètement son propre département d'État,
auquel il ne fait manifestement pas confiance et qu'il n'aime pas le moins du monde, utilise comme diplomate le duo dynamique formé par son gendre efféminé, Jared Kushner, et son copain véreux de l'immobilier, Witkoff. Et bien sûr, aucun des deux n'a la moindre formation ou expérience en diplomatie, en relations internationales, ni quoi que ce soit d'autre de pertinent pour remplir ce rôle. Voilà pourquoi ils ne sont pas seulement incapables de faire de la diplomatie, ils sont incompétents en diplomatie. L'Iran a donc décidé que, faute d'un quelconque accord diplomatique, les États-Unis devaient être contraints militairement d'admettre publiquement qu'ils ont été vaincus. Quelque chose que Trump, dans sa folie délirante d'empereur nu, vous savez, continue d'affirmer, qu'il a détruit l'Iran 87 fois maintenant. J'ai perdu le compte à ce stade. Et puis, vous savez, il énumère tous les différents éléments et le nombre de fois où il les a détruits encore et encore, comme s'il récitait cela, et que le répéter autant de fois allait le rendre vrai. C'est donc une nouvelle stratégie de l'Iran. Ils ne sont plus disposés à rester assis sans réagir. Il est probable qu'ils aient repéré quelque chose d'imminent, peut-être un regroupement de F-35 ou quelque chose de ce genre. C'est également intéressant. Selon des informations, et ce sont des informations crédibles, pour cette frappe, l'Iran n'a lancé que 5 missiles balistiques. Il s'agissait d'un ancien type à carburant liquide, beaucoup plus facile par exemple, à abattre pour la défense aérienne afghane défaillante. Et les États-Unis affirment en fait que ces 5 missiles balistiques ont tous été abattus. Cela laisse penser que l'Iran l'a fait délibérément, d'une part pour contrôler le niveau d'escalade, n'est-ce pas? Parce qu'ils estiment évidemment qu'il est dans leur intérêt, compte tenu de l'effet persistant sur les prix mondiaux de l'énergie et sur le marché mondial de l'énergie, de rester dans un état de conflit de faible intensité avec les États-Unis, tout en contrôlant le rythme. Les États-Unis riposteraient donc, mais vraisemblablement de manière proportionnée à cette frappe. Et il est aussi possible que ce qu'ils font, ce soit utiliser leurs vieux missiles, je ne devrais pas dire les gaspiller, de manière très efficace, en poussant les États-Unis à gaspiller le peu d'intercepteurs de défense aérienne qu'il leur reste. Et apparemment, les stocks américains d'intercepteurs PAC-3 sont désormais tombés sous les 800 unités. Donc à ce stade, chaque groupe de 5 intercepteurs compte. Ils poussent aussi les États-Unis à gaspiller les ressources de défense aérienne dont ils disposent, en abattant ce qui, pour l'Iran aujourd'hui, constitue pratiquement des armements dépassés, des flèches vieillissantes dans leur carquois, si vous voulez. Mais les États-Unis restent pris au dépourvu. Ils ont riposté. L'Iran a riposté contre eux. Et une fois encore, ils ont frappé la Jordanie. Ils auraient touché des hangars pour F-35 que les États-Unis venaient tout juste de reconstruire ces derniers jours. Cela montre que l'Iran dispose d'un renseignement satellitaire incroyable et qu'il est capable de savoir quand les États-Unis reconstruisent des installations ou y stationnent des avions. Nous ne pouvons pas confirmer qu'il y avait réellement des F-35. Les Iraniens affirment en avoir détruit 3 et en avoir endommagé 3 autres. Pour l'instant, nous n'avons aucune confirmation de cela du côté américain. S'ils les ont bien touchés, ce ne serait pas forcément connu. Vous savez, les États-Unis ne divulguent ce genre d'informations qu'à contre-cœur, et bien plus tard, quand cela arrive. Donc nous ne savons pas. Mais il faut préciser que le prix d'un F-35, quelle que soit l'idée qu'on se fasse de son efficacité, c'est environ 80 millions de dollars des contribuables américains l'unité. Ce n'est donc pas une petite part des ressources militaires qui auraient pu être endommagées ou détruites lors de ces frappes. Mais encore une fois, c'est du donnant-donnant. Et les États-Unis se retrouvent de nouveau sans savoir quoi faire. Bombardons davantage. C'est à cela qu'ils en sont réduits. Ils n'ont pas réussi,
par des moyens économiques, à contraindre l'Iran à rouvrir le détroit d'Ormuz. Ils n'y sont pas parvenus sur le plan géopolitique non plus. Et quoi qu'il frappe, l'Iran conserve toujours la capacité militaire d'intervenir et de contrôler le détroit d'Ormuz. Encore une fois, ils n'ont pas besoin de toucher tous les navires qui passent. Il leur suffit d'en toucher suffisamment pour que les assureurs ne veuillent plus rien avoir à faire avec ça. Un blocus par l'assurance. Et l'Iran dispose de très nombreuses ressources militaires pour y parvenir. Une grande partie de leur appareil militaire a été conçu dans cette optique. Ils ont des vedettes d'attaque rapides, ils ont plusieurs mini-sous-marins, ils ont des drones aériens, ils ont des drones de surface, ils ont des drones marins, ils ont les restes de leur propre marine, ils ont des missiles de croisière, ils ont des missiles de croisière anti-navires. Ils ont même de l'artillerie qui, vu la largeur du détroit d'Ormuz, pourrait être utilisée efficacement. Ils ont des mines marines et, semble-t-il, ils ont enfin aussi miné une bonne partie du couloir sud avec ces mines. On l'a vu, puisque quelques navires qui tentent maintenant de passer ont été touchés par des mines marines. Ils ont tellement d'options et d'aéronefs. Enfin, on pourrait pratiquement continuer la liste ad nauseam. Et il n'existe tout simplement aucun moyen vraiment efficace pour les États-Unis de détruire toutes les ressources de l'Iran qui lui permettent de contrôler le détroit d'Ormuz. Parce qu'une grande partie a été construite sous terre, dans des abris renforcés, précisément en prévision de cela. Ils ont énormément de choses de ce type, non seulement dans leur ville forteresse de missiles, mais aussi, plus généralement, dans un certain nombre de leurs installations militaires où ils entreposent du matériel. J'ai vu par exemple de vastes abris renforcés, des tunnels, uniquement pour leurs vedettes d'attaque rapide. Elles sont alignées par dizaines, par centaines, dans ces tunnels sur la côte, protégées des attaques américaines. Et les États-Unis ont déjà utilisé la poignée de bombes anti-bunker qu'ils avaient conçues spécifiquement pour frapper l'Iran.